De retour sur le plateau du Média, on passe tout de suite à l'entretien de cette contre-matinale avec la députée écologiste Cyrielle Chatelain. Bonjour. Bonjour. C'est parti. Donc j'aimerais commencer par l'actualité immédiate et parler aujourd'hui d'un texte qui doit être adopté au Parlement concernant le droit du sol à Mayotte, et un texte qui va durcir un peu les restrictions du droit du sol. Quelle est la position de votre groupe sur cette question-là ? Le groupe écologiste et social, mais comme tout le NFP, votera contre. On s'était largement mobilisé dans le cadre de la journée parlementaire LR qui avait mis ce sujet à l'ordre du jour contre ce projet qui effectivement durcit le droit du sol, mais parce qu'en fait c'est un texte qui cherche des boucs émissaires. Parce que pendant qu'on parle et qu'on débat du droit du sol, on ne parle pas du manque d'investissement de la part de l'État depuis des décennies et de la manière dont il a laissé Mayotte se débrouiller tout seul. On a une question d'égalité des droits sur ce sujet-là, à la fois sur le droit du sol, mais globalement sur le droit à la vie digne pour les habitants de Mayotte. Justement, la loi de 2018, est-ce qu'elle n'était pas suffisante les enfants nés dans l'archipel doivent avoir un parent résident régulièrement sur le sol français depuis au moins 3 mois. Donc ça, c'était pour obtenir la nationalité française. Ça, c'était la loi de 2018. Et là, on passe maintenant à justement que les 2 parents doivent être résidents en France depuis au moins 1 an. Donc, est-ce que la loi de 2018 était déjà une loi particulière, mais est-ce qu'elle n'était pas suffisante? Est-ce que là, maintenant, est-ce qu'on rajoute, on durcit encore plus? Alors, on voit moi, j'ai un problème avec la particularité sur la question du droit du sol. Je pense que la loi doit être la même partout, que le droit du sol fait partie de notre histoire depuis très longtemps, que c'est un fondamental, c'est un des droits fondamentaux dans notre République. Ça date même avant, c'est Napoléon, c'est le code napoléonien, c'est ce qui fait partie de la définition de notre citoyenneté, de notre nationalité. Donc en vrai, moi déjà 2018, j'étais pas à l'aise. Là, on va encore plus loin parce qu'effectivement, la loi est contournée de 2018 comme on pouvait s'y attendre. Mais ça montre surtout que c'est pas la bonne réponse, c'est pas la bonne manière de poser la question de Mayotte et des difficultés qu'il y a. Là, on a un cyclone qui ravage Mayotte, on a des questions de reconstruction, de droit d'accès à l'école, de questions de sécurité, et en fait, on nous parle d'immigration. Il y a un problème, en fait, on parle pas des bons sujets. Ce texte est, comme on peut s'en douter, fortement poussé par la droite et l'extrême droite. Parlons maintenant de l'extrême droite et de la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics européens. La réponse du RN a été la victimisation, une stratégie de victimisation et de mise en scène de l'acharnement politique des juges. Comment vous avez analysé cette séquence qu'on vient de vivre la semaine dernière? Alors la première chose, la justice fonctionne. Je pense qu'on ne l'a pas assez dit, mais dans un moment où la confiance dans les institutions est fragile, il faut le redire, la justice fonctionne. Parce que la justice est indépendante, et cette indépendance, elle doit permettre de condamner, y compris des politiques, qui s'appellent François Fillon, Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen. C'est-à-dire que la loi est la même pour toutes, et malgré les pressions politiques, elle est appliquée. Et ça, je trouve que c'est rassurant d'avoir un système judiciaire qui est encore épargné par la pression politique. Après, ça n'arrange pas le RN. Voilà. Et donc, ils retrouvent, finalement, ils sont dans les limites de leur dédiabolisation. On retrouve vraiment, c'est le retour du refoulé, toutes les anciennes pratiques du RN, l'aspect complotiste, la dénonciation des juges, même, moi, je trouve, sur la question des menaces, on voit bien qu'il les minimise. On a des juges qui sont menacés. Et elle dit, oui, non, Marine Le Pen dit, non, mais tout le monde est menacé. Donc on voit bien qu'il y a une minimisation et qu'il y a plutôt une tendance à aller attiser ce qui va créer de la violence. Donc on retrouve le Rassemblement national, le Front National, en fait. Front National de Jean-Marie Le Pen. Votre groupe a participé à la contre-manifestation organisée par la France Insoumise et vous-même, les écologistes. Quel message, en fait, vous souhaitiez envoyer? Est-ce que c'était une réponse politique ou c'était plutôt un acte citoyen? C'est un acte citoyen. Premièrement, le soutien à la justice. Je pense que c'est indispensable, la justice, l'état de droit. Et 2, on ne laisse pas la place aux fachos. Ouais. Non, mais très simplement. C'est-à-dire qu'alors qu'ils prennent des armes trumpiens, qu'ils attaquent la justice, qu'ils attaquent un peu tout ce qui fait ce que notre société fonctionne, on a envie de dire, on est aussi là, on est présent, on a des choses à dire. Et le fait que le Parti socialiste, même les communistes, n'aient pas participé à cette contre-manifestation avec vous, qu'est-ce que ça veut dire de cette entente, même si elle est toujours à géométrie variable, avec ces partis-là?
C'est un peu dommage. Après, moi, je pense que chacun se cherche dans la bonne réponse dans le moment qu'on est en train de vivre. Mais par-delà cette manif, on y va pas. En fait, on a un RN qui est condamné, qui continue à caracoler en tête des sondages. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrête les conneries. Enfin, très clairement, à un moment, je pense que cette condamnation, elle donne un espace politique parce qu'en fait, ils sont corrompus, ils sont pourris, alors qu'ils ont fait quand même opération main blanche pendant toute leur vie politique. Mais ça ne sera possible que si on est politiquement fort et si on est rassemblé. Donc oui, cette condamnation pourrait modifier un peu le paysage politique. On a un peu moins de 2 ans de l'élection présidentielle. Ah bah, clairement, il y a déjà le paysage politique, il y a le doute. Maintenant, on pense que Marine Le Pen ne pourra pas se présenter, mais on voit bien qu'elle ne va pas lâcher l'affaire. Donc il y aura un doute sur qui est candidat. Mais au-delà de ça, vraiment, ça s'attaque au cœur de la stratégie du RN, qui était de dire nous sommes... en fait, les autres sont des pourris et nous, on lave plus blanc que blanc. C'est faux. En fait, on le voit bien, il faut le redire, c'est un système organisé pendant 11 années, qui a détourné plus de 4 millions d'euros, mis en place par Jean-Marie Le Pen, continué par sa fille. Donc on est vraiment sur un système pensé, organisé pour détourner l'argent public à leur profit. Et ça, je pense que, il faut bien sûr parler de l'attitude qu'ils ont, mais surtout de la condamnation, et que ça doit nous permettre de révéler quelle est la vérité du RN sur ces pratiques-là. Et je l'espère que certains de leurs électeurs réalisent qu'on les a trompés, que le Rassemblement national leur a menti. C'est pas encore gagné de ce point de vue-là, mais peut-être, j'espère aussi. Justement, parlant de responsabilité politique et de transparence, il y a un autre dossier qui suscite une certaine indignation et qui passe un peu plus discrètement dans les médias. C'est le scandale des eaux en bouteille Nestlé. Et donc, il y a plusieurs enquêtes qui révèlent que des eaux comme Vittel ou Hépar ont été traitées illégalement avec des produits chimiques interdits. Et dans cette affaire, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a refusé d'être auditionné par la commission d'enquête parlementaire. En fait, il y a une opération de lobbying menée depuis au plus haut niveau de l'État et a permis au groupe Nestlé d'obtenir du gouvernement en février 2023 une dérogation pour leur permettant de contourner la loi. Qu'est-ce que ça dit de notre République et de nos gouvernements, tout ça ? Alors, ça dit quand même qu'on a un gouvernement qui est très perméable au lobby. Là, c'était Nestlé. Et ce qui était en jeu, c'est quand même la qualité de l'eau qu'on boit. On le voit quand même avec les pesticides. Enfin, il y a quand même souvent des décisions qu'on ne comprend pas bien, qui vont à l'encontre de la santé, mais qui sont prises après des rendez-vous, des échanges avec des grandes entreprises qui ont, eux, intérêt à vendre des produits qui ne sont pas bons pour nous. Donc, ça dit quand même quelque chose de la perméabilité de ce gouvernement au lobby. Et la deuxième chose que ça dit, c'est le mépris qu'ils ont pour l'Assemblée, pour le Parlement et à travers eux pour les Français. En fait, Alexis Kohler, il doit venir répondre à la commission d'enquête. Il n'est pas au-dessus des lois. J'entends qu'il dit non, mais il y a séparation des pouvoirs. Il n'est pas élu, il n'est pas président de la République, donc il doit venir. Et je sais qu'il avait déjà refusé à l'Assemblée et qu'Éric Coquerel a saisi le procureur de la République. Il a eu raison. Il n'y a pas de raison qu'Alexis Kohler ne vienne pas répondre en tant que citoyen de ses responsabilités et de ce qu'il a fait. Et concernant justement ces lobbies qui parviennent à influencer le gouvernement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment mieux encadrer justement peut-être les politiques de ces entreprises et leurs discussions avec ceux qui nous gouvernent? Est-ce qu'il faut des sanctions plus fortes? Alors, il faut déjà de la transparence. Il y a déjà eu un travail de transparence, mais on peut aller plus loin. Les écologistes en avaient fait un point important de la campagne présidentielle, d'avoir un texte de loi sur la lutte contre les lobbies qui passe, donc, par de la transparence, et 2, l'arrêt du pantouflage. C'est quand on bosse pour l'État, des endroits haut placés, puis qu'en fait, après, hop, on se retrouve dans une carrière dans le privé, aussi très haut placé, très bien payé, voire même des fois on peut revenir un petit coup dans les cabinets. Et ça, il faut arrêter. En fait, il faut augmenter la période pendant laquelle, quand on a servi l'État, on ne peut pas aller travailler à des prix très élevés dans le privé. Parce que quand on sert l'État, le seul guide doit être l'intérêt général et pas sa reconversion professionnelle. Ce scandale Nestlé s'inscrit dans un contexte
large d'offensives contre les normes environnementales, donc y compris à l'Assemblée nationale. Deux textes en fait cristallisent un peu les inquiétudes. D'un côté, le projet de loi de simplification de la vie économique qui prévoit un allègement des normes environnementales, et de l'autre, il y a la proposition de loi du député du Puy-de-Dôme, Laurent Duplon, qui veut rouvrir donc la porte aux néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles, pourtant interdits. Vous dénoncez ces textes et ces attaques frontales contre l'écologie. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, on le voit bien, la droite aujourd'hui a fait de l'écologie, je pense, un point de clivage. Ils sont vraiment dans la logique de Trump. Ils mettent de côté toutes les données scientifiques et ils décident d'abattre un par un et de cibler un par un toutes les instances qui font que notre droit de l'environnement et notre bataille contre le climat fonctionnent. C'est l'ADEME, c'est l'Office français pour la biodiversité, c'est les réglementations en termes de concertation et de recours quand il y a des grands projets, des énormes data centers, quand il y a des autoroutes. Et c'est effectivement tous les produits comme les nicotinoïdes qui sont dangereux pour notre santé. Donc on voit bien qu'on a une attaque organisée et qui se cache derrière des lois comme simplification. Simplification, c'est génial, on ne sait pas ce que ça veut dire. Voire même les gens sont plutôt pour, parce qu'en vrai, dans un monde hyper compliqué, tout le monde a envie que les choses soient un peu plus simples. Mais en fait, derrière ça, c'est une loi fourre-tout qui permet de s'attaquer à tout, le Haut Conseil pour le climat, ce que je l'ai dit, l'OFB, et le zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la protection des terres agricoles et des terres naturelles. En fait, tout y passe. Donc, on le voit, c'est vraiment une attaque concertée. Et pourquoi est-ce qu'il faut résister ? Parce qu'en fait, on est dans un moment charnière. Il nous reste 5 ans pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on a un effondrement colossal de la biodiversité. On a 68% des vertébrés qui ont disparu en moins de 50 ans. C'est énorme. On a un effondrement en termes de biodiversité qu'on n'a jamais vu. Potentiellement, on est à l'approche de la 6e grande extinction. Et à la fin, c'est notre qualité de vie. C'est même notre capacité à vivre correctement qui sera impactée. Tout à l'heure, vous parliez justement des pesticides également. La France est le 2e plus gros consommateur de pesticides et le 2e pays qui autorise le plus de pesticides en Europe. La proposition de loi Duplon a été un peu influencée, on va dire, par la FNSEA. Beaucoup même. Beaucoup même. Comment on en arrive là, et est-ce que c'est toujours ce qu'on dit juste avant sur Nestlé, c'est-à-dire c'est le lobbying et que notamment aujourd'hui, en tout cas à l'Assemblée nationale, peu de lois ne sont pas influencés par des lobbies ou des groupes, là comme le groupe agricole FNSEA? Alors il y a les lobbies, très clairement. D'ailleurs la FNSEA a fait des CP, a mis la pression pour qu'on le mette à l'ordre du jour, parce qu'on ne sait pas pourquoi cette loi elle arrive comme ça en urgence, alors qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles on devrait passer du temps. Ça va même augmenter les pouvoirs des lobbies, parce que par exemple dans cette loi, il y a le fait que le ministre pourra aller à l'encontre d'un avis de l'ANSES. L'ANSES, c'est ceux qui donnent leur avis sur la nocivité des produits, l'impact sur les questions de la santé. Donc quand on voit qu'il y a une perméabilité avec les lobbies, ça veut dire que globalement, le lobby pourra passer, l'entreprise pourra, en allant chuchoter à l'oreille du ministre, passer au-delà de décisions qui sont prises pour notre santé. Donc oui, les lobbies, fortement. Mais pas que. Je reviens sur le fait qu'il y a une volonté politique de détruire tout le travail fait en matière d'environnement, parce qu'ils en ont fait un cheval de bataille. L'image même de la dérégulation absolue, alors qu'on est dans un moment où on doit reconnaître qu'on a des limites, qu'il existe en fait, qu'on ne peut pas aller extraire à l'infini, qu'on ne peut pas bétonner à l'infini, qu'à un moment il n'y aura plus de terre, qu'il n'y aura plus d'abeilles, on parle de nicotinoïdes, il n'y aura plus d'abeilles, et que ça va à un moment poser des problèmes. En fait, l'être humain fait partie de l'environnement, il fait partie de la nature, c'est ainsi, c'est comme ça. Ça impose donc de respecter des équilibres. Mais donc aujourd'hui, on a aussi une cabale politique contre les questions environnementales, parce que c'est facile d'aller dénigrer l'environnement, et parce que je pense que c'est des personnes qui
peut-être ne supportent pas qu'on leur dise qu'il existe des cadres et qu'il existe des limites. Ils rêvent peut-être d'être dans l'absolu du tout pouvoir, je ne sais pas, mais... on va passer à l'actualité internationale, et justement, il y a quelqu'un qui n'accepte pas les cadres et les limites, hein, et on va parler Donald Trump. Donald Trump et Benjamin Netanyahou dans un autre genre. Très proches, ils sont même vus là hier à la Maison Blanche. Donc la situation au Proche-Orient, le blocage persistant de l'aide humanitaire à Gaza, les frappes israéliennes, hein, et le soutien même de certains responsables français à la politique israélienne. Mais on entend peu de voix au sommet de l'État. Là, Emmanuel Macron était hier au Caire. Mais globalement, depuis plusieurs mois, et depuis même là, la reprise des bombardements après le cessez-le-feu, on entend quand même peu de gens parler de ce sujet-là et de le mettre en tête des préoccupations, en tout cas internationales. Comment vous expliquez tout ça? J'ai du mal. Je vais être franche, j'ai du mal. Parce qu'on a eu... il y a eu plusieurs choses. Hein. C'est 18 mois de calvaire. Et là, ça reprend. Vous l'avez dit, les bombardements, la fin de l'aide humanitaire, les coupes d'électricité, donc d'accès à l'eau. Parce qu'en fait, on a besoin de dessaliner... Enfin, j'arriverai pas à le dire, mais en gros, d'enlever le sel pour que l'eau soit potable. Donc, on est sur une population qui a tout perdu. 95% des écoles sont détruites, les habitats sont complètement détruits. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment, il y a eu ce silence? Parce qu'en fait, on en a parlé au début, bien sûr. On a arrêté d'en parler. Là, on recommence un tout petit peu à saisir du sujet. Parce que je pense qu'il y avait une volonté de ne pas agir. Et donc, c'est de la part du gouvernement, voire quand même au niveau européen, on n'a pas été assez fort. Et donc, peut-être que c'était plus simple de ne pas regarder les conséquences de notre inaction, de ne pas faire face à ça. Et je veux dire, il y avait des moyens, il y a toujours des moyens d'agir. Là, Emmanuel Macron s'y est rendu, plaide pour le retour de l'aide humanitaire. Tant mieux, mais la France pourrait reconnaître l'État de Palestine. C'est symbolique, mais c'est indispensable en fait. C'est donner une voix dans le concert des nations pour dire on ne peut pas détruire un peuple, on ne peut pas le pousser à quitter son territoire. Donc ça serait indispensable. Et deux, au niveau européen, la France devrait prendre la tête de la bataille pour la fin de l'accord d'association entre Israël et l'Europe, parce qu'en fait, on ne peut pas avoir d'accord privilégié avec un gouvernement qui commet des crimes de guerre. On doit arrêter, on doit avoir la même règle partout. C'est le droit à l'autodétermination du peuple en Ukraine et en Palestine. Et est-ce que Benjamin Netanyahou, justement, votre groupe plaide pour des sanctions contre le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou doit être sanctionné, enfin d'ailleurs, il devrait même pas, il est condamné, il ne devrait même pas voyager comme il voyage actuellement. Dans ce combat pour les sanctions contre Netanyahou, vous en êtes où aujourd'hui dans le discours de votre groupe à l'Assemblée? Alors c'est vrai qu'on a tout de suite dit qu'il y a eu le mandat d'arrêt qui devait être respecté, qui ne devait pas pouvoir venir en France, qu'on devait respecter le droit international, c'est indispensable. Je dis l'un des éléments clés, c'est quand même cet accord d'association. Après, c'est vrai que ces derniers temps, c'est concentré sur autre chose qui était le soutien à l'UNRWA. L'UNRWA, c'est cette structure des Nations Unies qui est dédiée au soutien aux réfugiés palestiniens. Il faut savoir que les réfugiés palestiniens, comme il n'y a pas de droit au retour, puisqu'Israël ne les autorise pas à revenir, c'est les seuls réfugiés qui transmettent le statut de réfugié de génération en génération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'UNRWA, elle gère des écoles, elle gère des camps de réfugiés. En fait, sans l'UNRWA, c'est des populations qui n'ont plus rien. Et là encore, le Parlement israélien a pris des lois qui vont empêcher l'UNRWA de fonctionner, qui pourraient la faire disparaître. Et donc c'est vrai que là, on s'est concentré sur ce sujet-là, parce que c'est ce qui est prioritaire aujourd'hui pour les Palestiniens. On a une délégation avec Raymond Poncet, Marie Pochon, Jean-Louis Rumégas qui est allé en Palestine début janvier. On a sollicité et obtenu un rendez-vous avec Jean-Michel Barrot. On a Sabrina Sebaï qui était allée également et qui est très active sur ce sujet, parce que sans l'UNRWA, en fait, l'aide humanitaire s'effondre. Donc c'est vrai que là, notre énergie, elle est déjà de protéger. Et après, effectivement, on espère que le temps de la justice viendra. Et je veux rajouter que je pense qu'elle peut venir aussi parce qu'une partie du peuple israélien est en train de se mobiliser.
parce qu'on a des mobilisations, des manifestations énormes en Israël, à la fois parce qu'ils ne sont pas d'accord avec cette guerre obsessionnelle qui met même en danger les otages qui restent aujourd'hui prisonniers du Hamas et dont il faut la libération, mais aussi parce que ce que fait Netanyahou, c'est qu'il est en train d'étouffer le fonctionnement démocratique. Donc je pense qu'à la fin, il devra rendre des comptes. Autre dossier du moment, justement, on en parlait, c'est un ami de Netanyahou, c'est Donald Trump et donc les États-Unis de Donald Trump et cette guerre commerciale avec ses droits de douane massifs. Cela a des conséquences directes sur nos économies. Il vient de refuser, Donald Trump, les propositions européennes. Vous en pensez quoi ? Alors, Donald Trump, alors pour le coup, lui, effectivement, c'est sans limite. Il est dans un monde, le monde de Donald Trump, c'est un monde dans lequel les États-Unis sont victimes de d'un nombreux pays, de l'Union européenne, qui viendraient vendre leurs produits aux États-Unis, et les États-Unis n'arriveraient plus à vendre au monde. Voilà, c'est le monde de Donald Trump. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il a fait le jour de la libération et il a mis des droits de douane en disant finalement je vais tous les faire payer. L'objectif étant effectivement de déstabiliser, je pense quand même, nos économies et deuxièmement, in fine, de faire baisser le prix du dollar pour être plus compétitif. Ça va avoir des conséquences catastrophiques aux États-Unis. On voit le krach boursier. C'est là qu'on est content d'avoir retraites qui ne sont pas par capitalisation, parce que je pense que les retraités américains sont extrêmement inquiets de voir la bourse dévisser. Mais voilà. Donc en tout cas, le monde de Donald Trump, les États-Unis sont une victime. Ce qui veut dire quand même il a une rationalité qui n'est pas la même que la nôtre. C'est positif, peut-être que... bien sûr qu'il faut discuter, mais je pense qu'il ne faut pas non plus être faible face à quelqu'un comme Donald Trump. Je pense qu'il faut être extrêmement ferme. Je pense que notre priorité, ça doit être la résilience de nos économies, de comment on s'organise au niveau européen, parce qu'en fait, là, c'est les droits de douane. Demain, je ne sais pas ce que fera Donald Trump, donc on doit être en capacité de produire ce dont on a besoin, ça veut dire prioriser nos besoins. Et surtout, il ne faut pas céder au chantage, parce qu'il a refusé la proposition en disant ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous achetiez plus d'énergie. Et surtout, ce qu'on ne doit pas faire, c'est devenir davantage dépendant des États-Unis parce qu'on leur achète du gaz de schiste. C'est climatiquement un suicide, mais en plus, ça voudrait dire être encore plus dépendant de Trump et de ses décisions. Donc, il ne faut pas céder au chantage américain et il faut travailler à la résilience de nos économies. Et la riposte française doit passer par là, parce qu'aujourd'hui, les industriels français se réunissent à Bercy, justement, sur cette question-là. C'est par là que la riposte, en tout cas la réponse française, doit passer ? Alors, la réponse française... Alors déjà, moi, je crois à une réponse européenne. Je pense que vraiment, si on veut quelque chose de solide, il faut qu'on travaille avec nos partenaires européens. Ça va passer quand même par un État qui va vraiment sur la réindustrialisation et qui arrête d'abandonner des entreprises comme Vancorex qui est en train de fermer en Isère. On a des entreprises qu'on doit conserver et par faire des filières. On a laissé passer toutes nos filières sur le photovoltaïque. Il faut arrêter. Il faut structurer des filières pour pouvoir effectivement être résilient et produire les médicaments dont on a besoin et tous ces matériaux. Avant Corex, c'est du produit chimique. On a encore besoin de la chimie. On va avoir besoin de le produire en France. C'est la première chose. La deuxième chose, j'espère que Macron a pris son téléphone pour dire à son ami Saadé qu'elle est signée dans le bureau ovale de Donald Trump. C'était quand même pas la meilleure des idées. En fait, je pense qu'il faut que la France et l'Europe arrêtent de financer des structures qui iraient servir la soupe à Donald Trump. C'est pas possible. Il doit leur dire qu'ils ne peuvent pas. Il faut quand même savoir que Trump a écrit aux grandes entreprises pour leur dire maintenant les politiques anti-discrimination, on arrête. Ça, c'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable. On ne peut pas accepter l'ingérence de la part des États-Unis en France sur les entreprises françaises. Et pour le coup, je crois que Macron est dans les mots, dans les actes, je ne suis pas certain, essaye plutôt d'inciter les entreprises françaises à privilégier les investissements en France et en Europe. Je pense que c'est nécessaire. Mais si l'État ne donne pas l'exemple, je crains que les mots ne servent pas à grand-chose. Et est-ce que la transition écologique peut se faire dans ce contexte de tension économique internationale exacerbée ? Est-ce que c'est possible encore d'entendre cette voix-là dans ce moment-là, en tout cas ? Elle est indispensable. En fait, elle doit se faire. La question, c'est pas est-ce qu'elle peut se faire, elle doit se faire. Comme je dis, aujourd'hui,
on est dépendant de la Russie sur le gaz liquéfié. D'ailleurs, depuis 2024, on est en soutien de l'Ukraine et on continue à acheter des engrais azotés, du gaz liquéfié qui finance directement la Russie et son effort de guerre. Et de l'autre côté, on achète du gaz de schiste américain. Donc, à un moment, si on veut être indépendant, être autonome, faire nos propres choix, on n'a qu'une solution, c'est d'avoir une politique de transition écologique qui nous permet de nous passer de ces fossiles, de ce gaz de schiste, de ce gaz liquéfié. C'est comme ça qu'on retrouvera notre autonomie. Très bien, merci beaucoup Cyrielle Chatelain. Je rappelle, vous êtes députée de l'Isère. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou par mail si vous nous suivez à la télé. Et continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre et indépendante et qui vit grâce à vous. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Ça se passe dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. On se retrouve demain matin pour la contre-matinale et tout à l'heure à 13 h pour le Journal des luttes. Bonne journée sur le média.